Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur les nouveaux modèles de financement des projets touristiques. Alors la question des financements est évidemment particulièrement cruciale dans le tourisme pour lancer de nouveaux projets et pour remettre à niveau et rénover des produits parfois vétustes ou vieillissants afin de les rendre de nouveau attractifs et plus compétitifs. Dans ce cadre, ces financements constituent une opportunité pour innover, mais aussi pour s'adapter aux nouvelles règles environnementales et aux attentes de plus en plus fortes de la clientèle dans ce domaine. Ces financements sont enfin croisés afin d'augmenter les fonds mobilisables, car le tourisme est évidemment très capitalistique. Ces financements sont importants actuellement en période de crise, inédite pour le secteur, afin d'aider des entrepreneurs en grande difficulté. Je vais commencer par donner la parole à Hervé Lelarge. Alors vous êtes directeur de la Banque publique d'investissement, la BPI, pour la région Bretagne, et vous allez nous exposer un peu quel est votre métier et quelles sont vos actions dans le tourisme. Merci. Donc, je suis Hervé Lelarge, donc le directeur régional de BPI France en Bretagne. Donc BPI France en Bretagne, c'est 4 implantations, puisque nous sommes à Rennes, à Saint-Brieuc, à Brest et à Lorient. Donc on est dans chacun des départements et on est à moins d'1 heure de route de chacun de nos clients. C'est un maillage assez fin du territoire qui est assez original en fait chez BPI France. Donc BPI France, nous sommes une banque détenue par l'État et la Caisse des dépôts, dont le représentant est ici. Et notre métier, donc, c'est de favoriser le financement et la croissance des entreprises. Donc, historiquement, on finance beaucoup les entreprises innovantes. On avait une maison mère ancienne qui s'appelait Lanvar, ça commence à dater, maintenant ça fait une quinzaine d'années. Donc là, on va intervenir par le biais de subventions, d'avances remboursables ou de prêts spécifiques pour financer l'innovation dans les entreprises, dans nos PME bretonnes. On a un métier de banque classique. Et on y reviendra parce qu'on finance beaucoup de tourisme, d'industrie du tourisme dans ce métier-là. Un métier de garantie. On va venir aux côtés du chef d'entreprise cautionner le prêt vis-à-vis de la banque. Ça, c'est un métier important. De plus en plus, on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire que l'on finance en fait des actions de consultants dans les entreprises. Parce qu'autant les grands groupes, les grosses ETI n'ont aucun mal à se payer des cabinets de consultants pour réfléchir à leur stratégie, à leur organisation. Ce sont des choses tout à fait classiques. Pour un dirigeant de PME, ce n'est pas du tout dans ses gènes. Donc là, on essaye de l'intervenir et de l'aider à financer ça. C'est du conseil, c'est de l'expertise. Voilà, on apporte en fait des consultants. Donc nous ne sommes pas consultants. On apporte en fait un fichier de consultants à nos clients. On finance aussi pas mal d'international. L'idée, c'est d'aider nos clients bretons à aller vendre à l'international d'abord, potentiellement s'implanter à l'international. Donc, je vous la fais courte parce que je peux tenir l'après-midi sur tout ce qu'on fait et l'ensemble de la boîte à outils. Mais retenez qu'on a un continuum de financement de l'entreprise qui va bientôt se créer jusqu'au grand groupe international. Donc, on a tout ce qu'il faut pour les financer. D'accord. Comme je disais, l'industrie du tourisme est très capitalistique. Les banques sont souvent frileuses pour aider certains opérateurs comme les hôteliers, donc du coup vous les aidez à obtenir ces financements en fait. Je ne dirais pas que les banques sont frileuses. Globalement, en 2020 et ce que je vois aujourd'hui, 2021, les banques ont continué à accompagner, c'est important de le dire et de ne pas susciter ce fantasme que les banques ne financeraient pas. Les encours de crédit bancaire à moyen long terme ont encore progressé en 2020 de manière importante et ça progresse très régulièrement en France de plus de 7% tous les ans. Donc le système bancaire finance. Alors c'est vrai que le secteur hôtelier est quand même un des plus impactés, hôtelier et touristique en général est très très impacté par la crise sanitaire qu'on connaît depuis un an. Donc nous BPI France, le secteur du tourisme, c'est quelque chose que l'on connaît bien, que l'on aime bien depuis très longtemps. Je vous parlais de Lanvar tout à l'heure, mais on avait une autre grand-mère de BPI France qui s'appelait le crédit hôtelier. Alors les gens du crédit hôtelier sont morts ou en retraite depuis longtemps, mais on a toujours cette culture de financer de l'hôtellerie sur des durées longues, d'approcher un financement de camping. Ce sont des choses que l'on connaît bien, la restauration aussi. Historiquement, on a eu des prêts pour les restaurants, pour les hôteliers, donc c'est vraiment un métier qu'on connaît bien. Donc comme vous le disiez, vos prêts de tourisme, c'est quoi? C'est 10 ans? C'est combien? C'est quel type de prêt? Alors ça, ce sont des nouveaux prêts. Mais
pour vous dire que traditionnellement, c'est un secteur qu'on connaît bien. Et en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un secteur très capitalistique, donc sans être frileux, un banquier normalement constitué, quand il a un hôtelier, un restaurateur, un camping, le montant de flux n'est pas énorme par rapport aux investissements capitalistiques qui doivent avoir lieu. Donc, partager à 3 banques, quand l'entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas forcément intéressant pour personne. Quand il y a 5 millions d'investissements, là, le banquier est bien content de pouvoir le cofinancer. Entre plusieurs banques. À plusieurs, voilà. Et pour répondre à votre question, donc depuis au moment de la crise, donc on a sorti plusieurs prêts spécifiques, et notamment pour le secteur du tourisme. Donc on a eu tout d'abord en Bretagne le prêt rebond qu'on a lancé avec la région Bretagne, donc qui est un petit prêt jusqu'à 50 000 € à taux zéro sur 7 ans avec 2 ans de franchise en capital, donc pour permettre d'enjamber un petit peu cette crise. Donc ce prêt a eu un gros succès, on en a fait 160 jusqu'à présent. D'accord, donc c'est plutôt auprès de petits opérateurs touristiques? Donc là c'est pour de petits opérateurs en effet, puisque maintenant on plafonne les prêts à 50 000 devant l'engouement qu'ils ont suscité. Et puis surtout, on a sorti, donc là au niveau national, leur grand frère, c'est le prêt tourisme, ce que vous disiez tout à l'heure, donc qui est un prêt qui peut monter jusqu'à 2 millions d'euros. Donc qui est au-dessus de 50 000, donc de 50 000 à plusieurs millions d'euros. Voilà, exactement. Jusqu'à 2 millions d'euros, sur une durée qui peut être très longue, puisqu'on va jusqu'à 10 ans, et que c'est fait pour financer tout ce qui est immatériel dans un plan de financement. C'est pas fait pour financer des mobil-homes, c'est pas fait pour financer la construction d'un hôtel, c'est vraiment pour financer du besoin en fonds de roulement, des investissements, et je pense que l'ADEME en parlera tout à l'heure, mais tous les petits investissements de digitalisation, de mise aux normes, tout ce qui est nouveau un petit peu dans l'hôtellerie, mais qui n'a pas de valeur de gage, ni qui n'est forcément rentable tout de suite. Et justement, vous parliez de l'ADEME, d'entamer un virage un peu écologique, environnemental en fait. Exactement. Donc, moi, le message que je passe aux professionnels du tourisme breton, c'est surtout investissez en 2021. 2020 était très compliqué. 2020 va toujours être très compliqué, même si on peut espérer sauver un petit peu la saison, mais ce sera pas ça risque d'être compliqué quand même. Donc, il ne faut pas faire une deuxième année blanche en investissement parce que les outils vieillissent. Et si les outils vieillissent, les clients qui vont revenir en Bretagne en 2021, s'ils tombent sur des campings, des hôtels ou des restaurants un peu vieillots, pas bien refaits, pas au goût du jour, ils risquent d'aller en Aura ou ailleurs. En Aura, ça va encore, mais ils peuvent aller, s'il y a quelqu'un, mais ils peuvent aller encore plus loin. Donc nous, on leur dit, investissez. BPI France est à vos côtés, aux côtés de vos banques, parce que beaucoup de chefs d'entreprise se font aussi un fantasme de dire « Oh là là, je vais sortir un bilan 2020 très mauvais, une situation 2021 très mauvaise, donc une incertitude de mon budget de trésorerie pas facile. » Et je dis « Allez-y quand même, on est là, appelez-nous, appelez vos chargés d'affaires. » On a des outils, que ce soit le prêt rebond, que ce soit le prêt tourisme. Après, sur des sujets plus importants encore, il y a l'intérêt de la cession bail qui est remise au goût du jour. La cession bail, donc c'est quand une société de crédit bail rachète un actif immobilier, donc type un hôtel par exemple, ou des outils fonciers, et le reloue. Donc pendant une durée qui peut être longue, 10, 12, 15 ans, à l'entreprise qui le rachète à l'issue pour 1 euro symbolique. Ça permet de faire un effet cash dans l'entreprise immédiat qui peut permettre justement de financer des travaux, des remises aux normes et de bénéficier d'un outil neuf avec une charge d'endettement qui du coup est étalée sur 12 ou 15 ans. D'accord, et cette formule justement a été facilitée parce que je crois qu'il y a eu une petite évolution fiscale qui peut jouer en la faveur. Exactement, une grosse évolution. Puisque donc il y a on est en France, donc toute opération est taxée à un moment ou à un autre, et une vente de bâtiment comme ça pour le relouer, c'est taxé sur la plus-value. Et là, quand on fait l'opération depuis le 1er janvier en cession bail, cette plus-value est étalée sur la durée du crédit bail. Donc ça fait une charge d'impôt qui est en fait lissée sur une durée très longue et qui du coup ne tire plus sur la trésorerie. Comme ça pouvait le faire avant, où la plus-value était payable, l'impôt sur la plus-value était payable immédiatement.
Du coup, et vous avez déjà utilisé cette nouvelle formule ou c'est en développement juste Alors, on a déjà validé des opérations, elles ne sont pas encore en place parce que c'est toujours un petit peu long. Donc la loi fiscale, ça date du tout début d'année. Et une opération, il faut on rachète les murs d'un hôtel, par exemple. Donc il faut l'évaluer, il faut que le dirigeant ait bien compris l'intérêt pour lui de le faire, que son expert comptable lui ait bien validé. Donc il y a toujours quelques semaines de réflexion et de travail, quoi. Et du coup, les professionnels bretons ont compris le message que vous voulez faire passer. Ils ont des projets, ils comptent investir? Alors, les Bretons en général, oui, ont beaucoup de projets. Une de mes surprises, c'est que là, à mi-mars, on a énormément de demandes d'industriels, de transporteurs, vraiment tout secteur. Les gens n'ont pas gelé leurs investissements, alors que quand on regarde la télé, on a l'impression que le pays est à l'arrêt. Nos chefs d'entreprise bretons, eux, vont de l'avant et investissent. Sur le secteur du tourisme, c'est quand même plus compliqué. Il faut être clair là-dessus. Et il y a un certain attentisme sur le sujet. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi, la BPI, investir directement dans les entreprises, dans le capital? Alors merci, j'allais l'oublier. Donc on a aussi, donc là je vous ai parlé du prêt, et notamment du prêt tourisme que l'on fait, donc avec on le fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est grâce à la Banque des Territoires qui nous couvre le risque. Donc c'est vraiment un produit où on peut aller loin en termes de risque. Donc ça peut être de financer des investissements, mais ça peut être aussi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, de financer du BFR, d'enjamber un petit peu cette crise en disant allez, les 2 ans de franchise nous poussent à 2023. Le temps de faire face aux autres charges quotidiennes. Et ça, on le fait grâce à la Banque des Territoires qui nous a doté largement sur ce prêt et qui fait qu'aujourd'hui, on peut en faire sans limite aujourd'hui. D'accord. Et dans quel type de structure vous pouvez investir, du coup? Sur les investissements en haut de bilan, donc, qui est un aussi de nos métiers traditionnels, on a nos outils, traditionnel comme d'habitude, sur lequel on souhaite mettre l'accent en général parce que si 2020 a été l'année du PGE, il faut que 2021 soit l'année des fonds propres, l'année du haut de bilan, parce que rajouter de l'endettement et faire des pertes, ça va un moment, et il y a un moment on va se retrouver devant la vérité des chiffres et la réalité des bilans, et si on fait des pertes, à un moment il faut aussi conforter les fonds propres. Donc on a une volonté chez BPI France d'accélérer fortement sur le fonds propre, et on a sorti donc spécifiquement pour le secteur du tourisme des petites obligations convertibles, donc assez bien adaptées au secteur du tourisme, puisque ce sont des montants de 50 000 à 400 000 euros. Donc ce sont des petits montants par rapport à ce qui se fait d'habitude en equity. Et ce sont des obligations donc, in fine, c'est-à-dire que l'entreprise ne rembourse rien les 5 premières années. Et c'est remboursé en année 5, 6, 7. Et avec en fait une volonté de ne pas convertir. L'idée n'est pas de devenir actionnaire de 20 000 restaurants ou de camping ou de camping en France. D'accord. La possibilité de conversion est très limitée en fait à certains cas très précis. D'accord. Donc ça, on commence à avoir quelques cas en Bretagne où ces obligations convertibles, même 100, 200 000 euros, ça permet parfois de rassurer le banquier, d'entraîner le banquier avec nous. Et puis évidemment, on couple, l'idée souvent de coupler les produits, c'est-à-dire de faire à la fois une obligation, une OC, donc on appelle ça FAST. Je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est le soutien au tourisme, fonds d'accélération et de soutien au tourisme, de 200 000 euros, un prêt tourisme, Banque des Territoires de 500 000 euros pour compléter, et on entraîne le banquier avec nous qui fait 500 000 ou 1 million. Et au final, on a une entreprise qui se retrouve financée avec une partie de in fine, donc elle ne rembourse rien sur 5 ans, une partie le prêt tourisme où on ne rembourse rien non plus les 2 premières années, et une partie prêt bancaire là qu'elle peut rembourser normalement. D'accord, et vous pouvez monter à quel pourcentage du risque à peu près? Du risque, on essaye de faire du cofinancement avec la banque en place. L'idée n'est pas d'aller squeezer, d'aller remplacer la banque, bien au contraire, et on n'aurait pas les moyens de le faire de toute façon. Donc en général, c'est du 50-50. D'accord. Est-ce que vous êtes confronté aussi à des entrepreneurs qui ont comme de la trésorerie malgré la crise et qui veulent en profiter pour investir et de faire peut-être de la concentration Ah oui. Dans toute crise, il y a aussi beaucoup d'opportunités et on a beaucoup de clients, et notamment dans l'hôtellerie,
qui avaient déjà des trésoreries assez bien gonflées, qui pour certains ont profité des différents prêts qui existent, les prêts rebonds, les prêts à tout ou les PGE, pour conforter justement leur trésorerie. Au début, ils les ont pris en disant on ne sait pas ce qui va se passer, donc je prends le pognon et je verrai bien ce que j'en fais après. Et qui aujourd'hui, du coup, se retrouvent avec des trésoreries très gonflées. Et en face, on a aussi des gens qui sont épuisés, qui en ont marre. Ça fait 1 an qu'ils ne travaillent plus, qu'ils travaillent mal. Ils ont perdu leur cuisinier, à changer de métier. Moi, j'ai beaucoup de clients qui perdent leur personnel, en fait, parce que le personnel en restauration, notamment en hôtellerie, quand ils ne travaillent pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont faire autre chose, quoi. Ou ils se mettent à leur compte. Donc, en fait, on a des gens qui sont fatigués, quoi. Tout simplement, ils en ont marre. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas de visibilité. Ils se disent que 2021 va encore être difficile. Et donc, du coup, ils sont prêts à vendre. D'accord. Et c'est plutôt dans l'hôtellerie, dans la restauration, il y a des secteurs plus touchés que d'autres? Alors, moi, les cas que j'ai, c'est plutôt dans l'hôtellerie. Et il y en a aussi dans la restauration ou dans les campings. Ouais. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé de la Banque des Territoires. Je vais vous passer la parole. Patrick Baudier, vous êtes directeur pour la Bretagne de la Banque des Territoires, donc qui est une marque de la Caisse des dépôts, si j'ai bien retenu la leçon. Vous avez parfaitement retenu la leçon. Et vous êtes nouveau en Bretagne, je crois que vous êtes arrivé il y a quelques mois. Je suis arrivé il y a quelques mois, en effet, oui, mais le temps passe vite. Ouais. Je suis arrivé en fin d'année dernière, et donc, comme l'a dit Hervé, mon confrère de la Banque publique d'investissement, le temps passe extrêmement vite. Je vais peut-être juste rebondir sur le propos d'Hervé pour préciser ce qu'est la Banque des Territoires, avant de parler en effet de notre offre en matière touristique. Hervé a expliqué que BPI en fait était détenu à parité entre l'État et la Caisse des dépôts, et c'est donc une filiale consolidée dans le groupe Caisse des dépôts. La Banque des Territoires, c'est un peu différent, c'est pas une filiale du groupe Caisse des dépôts, c'est un sous-ensemble du groupe Caisse des dépôts, une direction du groupe Caisse des dépôts, mais c'est une marque qui a été créée il y a maintenant presque 3 ans. Le temps passe vite là aussi, pour en clair mieux identifier les actions de la Caisse des dépôts sur les territoires. Alors on dit Banque des Territoires, c'est simple. Dans Banque des Territoires, il y a banque. Donc on est un établissement financier. Voilà. Et donc là aussi, je vais expliquer quels sont nos différents moyens d'appuyer. D'appuyer quoi? Les territoires. Alors Hervé a la chance d'avoir 4 implantations en Bretagne. C'est une vraie chance parce que je pense que le plus proche on est des territoires, le plus facile on peut travailler avec les acteurs économiques sur le territoire. Moi, je suis à la tête d'une petite équipe, une 40aine de personnes, qui est essentiellement basée à Rennes. Mais il se trouve que l'un de mes prédécesseurs a eu la bonne idée de rapprocher là aussi la décision du terrain. Et donc, on a créé, il y a une petite dizaine d'années, une antenne à Brest, voilà, pour s'occuper du Finistère. Donc, même si je n'ai pas la qualité du maillage de BPI, je pense qu'on est on va dire à la bonne taille pour une région à taille humaine. Et chacun a sa place. Vous êtes plutôt sur le financement des entreprises et vous plutôt sur le territoire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun sa place. Chacun sa place, mais en bonne coordination. C'est-à-dire que je pense que j'étais à peine arrivé, qu'on a évidemment décidé de se voir, qu'on se voit régulièrement avec nos équipes, parce que l'idée, c'est certainement pas de se marcher sur les pieds, parce que ça n'a aucun sens. Le monde bancaire, il existe, il est extrêmement divers et varié. Et il est extrêmement puissant en France. Donc l'idée, c'est surtout pas de démultiplier les canaux on va dire, d'offres de services à l'attention des entreprises, mais c'est simplement de jouer les complémentarités. Et je pense qu'en effet, sur le tourisme en particulier, on est extrêmement complémentaires. D'accord. Et vous, votre rôle, c'est plus donc quoi, l'immobilier, le foncier? Alors, contrairement à BPI, qui a évidemment un champ de travail qui est le domaine de l'entreprise, nos clients à la Banque des Territoires sont un peu plus larges en termes de périmètre. Je pense que c'est peut-être important d'ailleurs qu'avant que je parle en effet de l'offre de service, je précise quels sont nos clients. On a évidemment le monde de l'entreprise qui est notre clientèle, mais c'est pas notre clientèle, je dirais, naturelle. C'est évidemment naturellement la clientèle de BPI. Nos partenaires et nos clients, c'est plus fréquemment les collectivités territoriales, voilà, de toute taille, à commencer par la région qui nous accueille aujourd'hui aux Assises du tourisme. On le sait moins, mais ce sont les professionnels du droit réglementé. La Banque des Territoires, c'est la banque du notariat, voilà, qui a une obligation de dépôt des fonds qu'elle manie pour compte de tiers à la Caisse des dépôts. C'est évidemment, oserais-je dire, dans nos métiers historiques, on l'oublie parfois, mais pourtant c'est un métier extrêmement important.
Nous sommes le premier financeur du logement social en France. Et il s'en construit pas assez, très clairement, et il s'en rénove pas assez. Et donc là aussi, il va falloir, dans le cadre du plan de relance, accélérer. Donc les organismes de logements sociaux, près de 400 clients en France, sont nos clients principaux. Et enfin, dernière catégorie de clientèle, très importante là aussi, les entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte. Et nous avons un très 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 grand partenariat avec la Seine-Bréze. Et j'en dirais peut-être un petit mot des potentialités de travail avec la Seine-Bréze sur le tourisme. Voilà, donc une catégorie de clients très diverses et qui recouvre très clairement l'ensemble du champ de l'économie française. D'accord. Et bretonne. Dans le cadre du plan de relance, donc il y a un axe qui est le tourisme. Oui. Voilà. Et du coup, vous agissez à quel niveau là? Alors, vous avez raison de citer le plan de relance. Le plan de relance pour nous, c'est très clairement un accélérateur de ce qu'on fait déjà. J'ai parlé de l'habitat et de la nécessité de soutenir massivement le secteur de l'habitat et de la construction. Voilà, c'est notre boulot. Travaille avec BPI sur la partie transition écologique énergétique. Je pense qu'il y a des sujets effectivement très importants, et en particulier en Bretagne. Donc avec la création de ce qu'on a appelé la Banque du Climat, et on est en partenariat avec BPI sur le sujet. On est là aussi pour renforcer la cohésion sociale. Et donc on accompagne les parcours de vie des Français avec un soutien très particulier au secteur de la santé et du médico-social. Et puis enfin, vous l'avez dit, on est là pour sécuriser et financer les entreprises et investir sur le long terme et soutenir l'économie. Et dans ce cadre-là, on va dire on soutient plusieurs filières, dont le tourisme. Voilà. Alors le tourisme à la Caisse des dépôts, c'est pas une filière qui existe depuis de longues années. C'est une filière qu'on soutient maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Moi, j'ai le souvenir, parce que je suis maintenant un ancien de la maison, d'avoir soutenu, alors pas moi à titre personnel, mais d'avoir vu le soutien, peut-être le projet le plus emblématique, la création, je crois, d'un hôtel à forte valeur ajoutée, 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus, pour revitaliser un ancien château fort du côté de Sedan, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été quelque part le premier projet emblématique porté par la Caisse des dépôts, parce que voilà, très clairement, c'est dans un endroit où les touristes ne vont pas forcément naturellement. Et puis aider je ne vais pas dire sortir de terre, parce que le château fort existe depuis très longtemps, mais aider à revitaliser cet outil pour en faire un outil premium, ça a été un projet très important et ça a donné le signal de l'intérêt pour la maison de soutenir cette filière. D'accord. Et donc en Bretagne, vous avez des projets? Vaste question, mais... Vaste question. On a évidemment beaucoup de projets. Alors je dirais peut-être une chose. Est-ce qu'il y a des particularités? Avant, vous étiez, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a des différences entre la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, par exemple? Oui, la Bretagne, c'est mieux. C'est assez facile de le dire. Et ce ne sera pas très apprécié de mes anciens collègues. Oui, il y a des différences. Je pense qu'après, vous passerez la parole à quelqu'un qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, il y a évidemment des spécificités. La Bretagne, il y a des spécificités. Moi, je viens d'une région, c'est bien que vous me posiez la question, où ce qui nous a caractérisé, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a aidé à soutenir des champions avec une très grosse taille critique. En Nouvelle-Aquitaine, j'ai exercé pendant un peu plus de 5 ans à Poitiers. Quand on dit Poitiers, on pense naturellement... Au Futuroscope. Non, voilà, ouais. Je suis content que vous me le disiez. On pense au Futuroscope. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que quand on pense Poitiers, on ne pense pas Poitiers, on pense Futuroscope. C'est bien. C'est bien. Ça permet effectivement d'employer 800 personnes sur place, qui n'auraient peut-être pas trouvé du travail par ailleurs. Mais c'est du tourisme, je ne vais pas dire qui enferme, mais c'est du tourisme qui installe des visiteurs dans un objet qui est un objet à part entière. Et parfois, les connexions avec l'ensemble du territoire, elles sont un peu compliquées. Bon, mais cela dit, c'est un outil qui a la chance d'exister, et probablement que dans cette région, ce serait sans doute un peu plus compliqué. Parce que contrairement à la Bretagne où les touristes viennent naturellement, en Poitou, je ne parle pas de la Charente-Maritime, en Poitou, c'est plus compliqué de faire venir les touristes. Et donc quand on a un équipement comme le Futuroscope, eh bien, il faut le soutenir. La Caisse des dépôts, elle le soutient maintenant depuis une vingtaine d'années. Elle n'était pas là à la création de l'outil, mais elle l'a soutenu quand le parc
A eu des difficultés, bien sûr. Quelques difficultés, c'est un euphémisme. Oui, il avait été racheté d'ailleurs. Il avait été racheté. Oui, il a connu des difficultés très importantes au début des années 2000. Le parc a failli fermer, pour faire simple. On est intervenu pour soutenir à ce moment-là le tour de table. On y est maintenant depuis 20 ans. À l'époque, le parc était passé de 3 millions de visiteurs à moins d'1 million de visiteurs en 3 ans, pour faire simple. Il a fallu évidemment remonter tout cela. Et je pense que c'est bien que vous me posiez la question. Notre boulot, c'est d'intervenir dans une logique contracyclique. Il se trouve que ce parc vit plutôt bien depuis maintenant une dizaine d'années, avec une fréquentation en hausse, mais que la fréquentation avait tendance à s'essouffler. Et donc la décision a été prise, côté Caisse des dépôts, Banque des territoires, de soutenir le développement de ce parc, en créant un parc aquatique, en installant de l'hôtellerie thématisée, donc de l'hôtellerie expérientielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez au Futuroscope, vous logez dans un Formule 1, dans un Mercure. J'ai rien contre ces chaînes d'hôtels. Je dis simplement que ça ne fait pas partie de l'expérience. Donc l'idée, c'était d'améliorer la qualité de l'expérience. Je pense qu'on en reparlera pour la Bretagne, d'améliorer la valorisation du produit et de viser en effet un objectif à 3 millions de visiteurs dans les 10 ans qui viennent. Et cet investissement extrêmement lourd, 300 millions d'euros, il a été décidé. Et je le dis parce que c'est presque symbolique, il a été décidé le jour de la décision du président de la République de confiner le 15 mars de l'année dernière. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus en termes d'exemple. La Caisse des dépôts, la Banque des territoires de la Caisse des dépôts et BPI aussi, nous sommes là pour jouer ce rôle contracyclique. C'est quand ça ne se passe pas bien qu'il faut qu'on donne le signal au marché que nous sommes là et que nous soutenons ce type d'équipement. Donc c'est très important de confirmer cet investissement extrêmement lourd pour les 10 ans à venir. Donc en Nouvelle-Aquitaine, vous avez plutôt accompagné des grosses structures touristiques. Oui. À la différence, en Bretagne, c'est quoi? C'est plutôt des petites structures? C'est différent, exactement. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Nouvelle-Aquitaine, vous avez un département comme la Creuse. En Creuse, il faut faire venir les tourismes. En Creuse, il y a un établissement thermal à Évaux-les-Bains. Il n'est pas forcément connu, qui est en fait un opérateur assez important. On y a injecté 1 million d'euros très récemment pour l'aider effectivement à totalement revoir ses capacités d'accueil et à passer d'une logique, on va dire classique, à une logique plus premium et à faire venir plus de monde. C'est la situation qu'on peut rencontrer dans certains endroits en France où il faut faire venir les touristes. En Bretagne, c'est pas le cas. Ils viennent naturellement. Naturellement, tout à fait. Si je dis pas de bêtises, l'été dernier, j'en discutais avec les équipes du Conseil régional, c'était la 2e destination touristique de France. Il n'y a pas de Futuroscope en Bretagne. Il n'y a pas de Futuroscope en Bretagne et l'idée, c'est pas d'en créer. On ne crée pas ça maintenant dans ces conditions. Voilà. Ex nihilo, ça fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est, comme l'a dit parfaitement Hervé, c'est de soutenir les champions locaux qui souvent ont des tailles critiques qui sont pas très très importantes, il n'y a pas de très très gros équipements, mais qui assurent une qualité de l'accueil et qui fassent, comme tu l'as parfaitement dit, qui attire du monde et qui fasse que les gens reviennent en se disant j'en ai eu pour mon argent, j'ai eu quelque chose de significatif et quelque chose de différenciant. C'est ça notre travail. Voilà. Je crois que le plus gros équipement, c'est Océanopolis à Brest, qui accueille qui est une entreprise plus locale dans laquelle nous sommes au capital. D'accord. Depuis, je crois, la version numéro 2, je crois que ça date d'une vingtaine d'années. Et nous avons vocation, effectivement, à être autour de table de ce type de structure. Je dirais, pour avoir une vraie taille critique, il faut qu'on trouve les leviers financiers. L'objet aujourd'hui, c'est de discuter justement des leviers financiers pour aider les opérateurs locaux, les collectivités à développer l'offre en matière touristique. Il nous faut trouver les bons mécanismes pour ça. Trouver de bons mécanismes, c'est évidemment répondre à des projets qui nous paraissent des projets intéressants, qui luttent contre les fractures territoriales. Ça, c'est notre boulot, c'est notre code génétique. C'est aussi trouver et travailler avec des opérateurs qui nous permettent d'avoir quelque part cette taille critique. Je vais prendre un exemple. On est en partenariat avec ce que nous appelons nous la foncière K. En fait, c'est Franck Jacquelin, c'est un opérateur touristique finistérien que nous aidons depuis maintenant quelques années, que nous allons continuer à aider pour développer de l'hébergement particulier. Voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui offre là aussi une vraie expérience en respectant en effet le contexte local et pas du tout en créant en effet des structures qui sont classiques et auxquelles le marché répond naturellement.
Autre exemple, je crois que la région travaille aujourd'hui, je peux le dire, à créer une structure qui va permettre en effet d'injecter des fonds propres pour soutenir des projets qui ne trouveraient pas autrement à se financer. Donc on est en partenariat évidemment avec la région pour travailler sur ce type de fonds destinés précisément à aider les opérateurs locaux. Notre travail, c'est soit de trouver des partenariats avec des opérateurs spécifiques, identifiés, soit de trouver en effet les voies et moyens, en particulier d'accompagner les collectivités pour aider au développement du tourisme à travers des outils qui intermédient l'injection en fonds propres, voilà, en créant en clair une foncière. Et c'est la foncière tourisme dont vous parliez, c'est ça? Alors, voilà, je ne veux pas faire de teasing, mais c'est exactement ce type d'outils auquel nous pensons qu'il convient de réfléchir. D'autres régions déjà ont construit des foncières tourisme, je pense à l'Occitanie, je pense au Pays de Loire, et c'est, à notre sens, en effet, le sens de l'histoire pour aider à trouver les tailles critiques et à avoir, on va dire, le support technique nécessaire pour appuyer les opérateurs locaux. Hervé l'a dit, il a une petite équipe, moi aussi j'ai une petite équipe, nous on intervient sur un tas de filières. Je peux très clairement pas examiner tous les projets touristiques qui viendraient à se présenter, je suis obligé de faire un peu de criblage et de vérifier ce qui est, on va dire, bankable de ce qui ne l'est pas. Et donc avoir un partenariat avec une collectivité comme la région pour aider à appuyer des projets touristiques et à faire un peu plus de volume, c'est c'est un outil absolument indispensable. D'accord. Vous estimez qu'il y avait un retard d'investissement en Bretagne ou comparé à d'autres régions? Je suis mal qualifié je suis arrivé il y a quelques mois. Comment dire? Allez, je vais prendre un exemple. J'espère que les Brestois n'en prendront pas ombrage. Je vais faire attention. Oui. On est à Rennes. J'ai bien compris qu'il y avait les subtilités et qu'il y avait déjà une frontière linguistique entre le breton et le gallo. Bon, donc je vais essayer de ne pas commettre d'erreur pour commencer, à mon arrivée. Exemple, j'ai passé 2 jours à Brest, j'ai voulu me loger à Brest, voilà, pour faire simple. J'ai regardé rapidement quelle était l'offre hôtelière disponible. Évidemment, il y a le groupe Accor, que vous connaissez bien, et puis il y a quelques autres opérateurs. Je pense que l'offre hôtelière à Brest n'est pas à la hauteur de ce que peut offrir Brest, qui est un endroit magnifique, au cœur d'une région magnifique, et que donc on peut faire mieux. Voilà. Alors pour faire simple, là aussi, je pense que tout le monde le sait, il y a un club hôtelier, il y a une équipe de foot importante. Alors je fais attention là aussi parce qu'on est à Rennes, donc ici on raisonne surtout. On raisonne Rennes et pas le Stade brestois, mais il se trouve que le propriétaire du Stade brestois souhaite d'abord changer de stade. Je pense que ça c'est une notoriété. Et ce qui nous intéresse effectivement dans ce projet, c'est pas simplement de les accompagner pour créer un nouveau stade, c'est que dans ce stade, il y aura probablement une offre hôtelière. Et ça, c'est un vrai objet intéressant. C'est-à-dire que imaginer qu'on puisse avoir une offre hôtelière au sein même du stade, ça c'est différenciant et ça participe de l'attractivité en effet du produit et du territoire. Et qui permet aussi de développer une offre MICE autour des congrès, séminaires. C'est exactement ça. Donc, dire que la Banque des Territoires est là pour combler des fractures territoriales, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai pas naturellement vocation à investir, et d'ailleurs ça n'a pas été le cas, dans un hôtel premium 5 étoiles, place des Lys à Rennes, puisqu'il est en train de s'en construire un, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le rôle de la Banque du Territoire. Le rôle de la Banque du Territoire, c'est aider les territoires à se développer là où c'est le plus compliqué, là où nous on peut servir de catalyseur. Et d'améliorer la qualité de l'offre. Et d'améliorer la qualité de l'offre, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Sophie Plassard, je vais vous passer la parole. Vous êtes chargée de mission à l'ADEME, l'Agence publique de la transition écologique, et donc vous êtes responsable pour la région Bretagne. Et vous allez nous présenter un peu ce que vous faites pour accompagner les professionnels à justement réussir leur transition écologique. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci. Tout à fait, merci. C'est bon. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, comme vous venez de le dire. On accompagne les acteurs du tourisme en Bretagne depuis pratiquement 11 ans. L'objectif de notre travail, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise techniquement dans leurs projets de transition et en apportant dans ces projets techniques des subventions
Donc on n'est pas sur des prêts, on n'est pas sur de l'avance remboursable. À l'ADEME, on est vraiment sur de la subvention. On nous connaît particulièrement sur l'accompagnement sur les installations solaires thermiques, notamment pour chauffer les piscines des campings. On peut nous connaître aussi sur l'accompagnement vers la certification écolabel européen pour les hébergements touristiques. On continue là actuellement à accompagner les projets de ce type-là, mais par rapport au tourisme et au tourisme durable, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment le plan de relance. Donc l'ADEME est un des opérateurs du plan de relance. On a, je crois que c'est presque 30 ou 50 milliards d'euros à engager en France dans la transition écologique. Et pour ça, il y a un gros volet pour le tourisme durable. Donc on a déjà un dispositif qui est ouvert depuis quasiment 3 semaines, qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique, qui s'adresse à l'ensemble des PME donc bretonnes. Et dans le cadre du tourisme et de la filière tourisme, les entreprises qui peuvent être concernées par ce dispositif tremplin pour la transition écologique, ça va être les agences réceptives, ça va être les hébergements touristiques quels qu'ils soient, les restaurants, mais également les sites de loisirs, les organisateurs, les agences d'organisation d'événements. En fait, toutes les PME de la filière tourisme peuvent aujourd'hui prétendre au dispositif tremplin pour la transition écologique. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'en fait, il permet d'accompagner l'investissement de petits investissements pour lesquels, en fait, le secteur bancaire ne va pas forcément répondre, tout simplement parce que c'est des petits investissements qui ne sont pas très importants. D'accord. C'est quel montant à peu près que vous pouvez accompagner Alors aujourd'hui, le minimum qu'on peut accompagner, c'est une subvention de 5 000 €. On ne va pas aller en dessous, parce qu'au final, ça n'a pas d'intérêt. Et on peut aller jusqu'à 200 000 €. Mais en fait, on peut aussi coupler toute une série d'investissements. Je vais illustrer. On va pouvoir accompagner les audits énergétiques. Vous avez beaucoup d'hôtels. Alors moi, aujourd'hui, je suis énormément sollicitée, donc je me rends compte que sur la région Bretagne, il y a énormément de projets de la filière touristique sur la transition écologique. On est submergé de demandes, donc tant mieux. C'est un bon signal, moi je trouve, pour le tourisme en Bretagne. On a beaucoup de projets de rénovation énergétique des bâtiments, notamment les hôtels, tout ce qui est hébergement marchand, qui était plutôt assez absent de ces questions de transition écologique. On voit qu'aujourd'hui, ils s'emparent vraiment de cette question de la rénovation énergétique. Donc, avant d'engager des travaux, isolation, remplacement des fenêtres, etc., c'est intéressant de pouvoir faire des audits pour vraiment diagnostiquer l'état du bâtiment, diagnostiquer les besoins en termes d'activité pour l'entreprise. Donc, on va aider ce type d'études. On va aider aussi des choses très simples, comme le remplacement des luminaires. On voit encore dans certains établissements, que ce soit restaurants, hôtels ou même des sites de loisirs, des lampes halogènes qui sont énormément consommatrices d'énergie. Donc, on va pouvoir aider le relamping. On va pouvoir aussi, pour les restaurants, par exemple, aider l'acquisition de vélos cargo électriques pour le transport de repas. On va pouvoir aider aussi l'acquisition de composteurs ou de bacs de tri des déchets qui sont une obligation pour les entreprises. Et en fait, chaque investissement mis bout à bout n'est pas très important, mais en cumulé, ça peut être un investissement important qui vont pouvoir prétendre et qui peuvent prétendre directement à ce dispositif tremplin pour la transition écologique. Et en fait, l'avantage qui est de ce dispositif aujourd'hui, c'est que quand on va sur le site de l'ADEME, qui est le site Agir pour la transition écologique, on va regarder ce dispositif et en fait, on a un outil qui est un tableur Excel, donc de quelque chose de très simple, qui, en fonction de son code NAF, va permettre en fait automatiquement de montrer toute la liste des investissements qui peuvent être éligibles, d'y indiquer le montant estimé de l'acquisition et automatiquement, l'entreprise va voir quel est le montant de la subvention
qu'il peut prétendre avant même d'avoir déposé sa demande d'aide. Donc en fait, c'est extrêmement rapide, efficace. On peut voir tout de suite ce dont on peut prétendre, combien ça va estimer le coût et voir en face le montant de la subvention. Et en plus de ça, il y a un dispositif qui va être complémentaire, qui va arriver. Donc, toutes les entreprises, je précise bien, toutes les entreprises PME qui sont hors filière tourisme, bien évidemment, mais dans la filière tourisme, peuvent prétendre donc à ce dispositif-là. Mais en plus, dans quelques semaines, les hébergements touristiques et les restaurants qui sont dans des communes rurales très peu denses. Donc finalement, des communes où l'activité touristique n'est pas si importante que ça et où il peut y avoir des difficultés un peu plus importantes, et ben en fait, on va leur donner un coup d'accélérateur en les aidant à financer encore plus de solutions. Je pense par exemple, si on est sur une zone où justement l'attractivité touristique est pas très importante, et je pense notamment au centre Bretagne où c'est quand même moins dynamique que sur le pourtour littoral, bien que je nuance quand même mes propos. Eh ben, on va pouvoir par exemple accompagner une étude au travers du modèle économique. On va pouvoir aider également la certification écolabel européen, et pas que uniquement à travers l'accompagnement, mais aussi à travers l'audit. C'est souvent ce qui nous est reproché, c'est que jusqu'à présent, on accompagnait financièrement l'accompagnement via un bureau d'études, mais les coûts qui sont liés à la certification, donc les coûts de l'AFNOR, pour dire les choses telles qu'elles sont, vont être aujourd'hui finançables dans le cas de Tremplin et du Fonds Tourisme. Donc là, en fait, on est face à une véritable opportunité pour les chefs d'entreprise de engager leur entreprise dans la transition écologique en faisant des petits investissements, mais mis bout à bout, sont des investissements qui sont quand même importants et qui vont pouvoir bénéficier de subventions de l'ADEME d'une façon très simple, très rapide et j'espère efficace. D'accord. Et concrètement, il peut y avoir des entrepreneurs qui sont un peu perdus. Est-ce que vous allez les voir, vous les conseiller pour évaluer leurs besoins, par exemple ? Alors, dans le monde idéal qui était avant la crise, oui. Malheureusement, aujourd'hui, nous, au niveau de l'ADEME, on a un président qui nous protège et donc on ne bouge pas trop. Et en fait, comme je le disais, on est énormément sollicité. Donc moi, j'accompagne toutes les entreprises dont le client final est le consommateur. Donc c'est pas loin de 165 000 entreprises en Bretagne. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi d'accompagner ces professionnels et donc du coup de répondre de façon personnalisée. Pour autant, ce qu'il faut se dire, c'est que la plateforme de l'ADEME Agir pour la transition écologique et notamment la page qui présente ce dispositif tremplin est vraiment pédagogique et plutôt quand même. Donc, moi, je m'appuie dessus pour renseigner les personnes. Après, ceci étant dit, ça ne suffit pas. On sait que des fois, dans certains cas, il y a quand même besoin d'une réponse personnalisée. Et donc là, au niveau de l'équipe de l'ADEME, on est en train de faire monter en compétence tous les conseillers développement économique de Bretagne, qu'ils soient dans les territoires, qu'ils soient au CRT pour le tourisme, qu'ils soient en CCI ou en chambre des métiers, sur ces questions de la transition écologique, pour que justement ces personnes-là, qui sont peut-être plus en contact directement avec les chefs d'entreprise, puissent y répondre. D'accord. Monsieur Lelarche, vous vouliez rebondir ? Je voulais juste confirmer que ce site était très bien fait. Je suis allé le voir avec un client et c'est très simple en fait. Il suffit de se laisser guider, on a tout de suite une simulation sur la subvention possible, quoi. Tout à fait. Et c'est sur ce site-là que les chefs d'entreprise déposent leur demande de subvention. D'accord. Donc en fait, ça permet d'avoir l'information, ça permet d'estimer la subvention qu'on peut avoir et ça permet de déposer son dossier. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'ADEME était plutôt sur des projets un peu plus importants, beaucoup plus structurants. Là, on est vraiment sur des petits projets. Et donc, en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. D'accord. Et le site permet de voir si son projet est bien dimensionné, s'il est adapté à sa structure ?
Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'objet du site, c'est-à-dire que Ça vous le faites avant, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de toute manière, si on ne peut financer que des investissements que nous, au niveau de l'ADEME, en tant qu'ingénieur, on aura déterminé comme étant des investissements qui sont structurants pour la transition écologique. Je vais prendre un exemple. On accompagne le remplacement des véhicules avec des carburants fossiles par des véhicules électriques. On sait que c'est structurant pour le développement et pour limiter les impacts CO2, puisque l'objet principal de l'ADEME, c'est d'accompagner les acteurs dans cette transition écologique pour atténuer notre impact carbone. Donc, de toute manière, ne seront éligibles, ne sont dans cette liste d'investissements éligibles que des investissements dont on connaît l'impact positif sur l'atténuation. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du fonds tourisme. Il va entrer en application quand ? C'est une bonne question. Tout le monde voudrait bien le savoir et moi la première. Normalement, il avait été annoncé comme étant lancé mi-mars. Objectivement, j'ai plutôt l'impression qu'il va être lancé tout début avril. Pour autant, beaucoup de personnes parlent du fonds tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds tourisme, c'est un plus par rapport à Tremplin. Et c'est un plus pour les établissements, donc hébergement et restaurateurs, qui sont sur des communes rurales peu denses ou très peu denses. Mais pour tous les autres acteurs, et ceux-là aussi, bien évidemment, il y a Tremplin qui est ouvert déjà depuis 3 semaines. D'accord. Et sur le fonds tourisme, vous avez déjà des demandes d'intérêt de certains professionnels ? Beaucoup. D'accord. Beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a des différences entre... Allez-y. Je partage l'intervention d'Hervé Lelarge tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises en Bretagne qui ont de la trésorerie et qui ont envie vraiment de basculer dans la transition écologique. Après, c'est un travail qu'on a mené, notamment avec le CRT depuis des années, pour sensibiliser les chefs d'entreprise à l'intérêt d'être dans un modèle économique de tourisme durable. Et je pense que ce qu'on a semé pendant des années est vraiment en train de prendre en Bretagne en ce moment. Et il y a des entreprises qui ont de la trésorerie et comme vous le disiez à juste titre, on a une vision tronquée à travers les médias de la situation économique. Mais moi, je suis très positif par rapport à la filière tourisme en Bretagne. Il y a des investissements qui sont prévus et il y a des investissements très importants et tout type d'entreprise, même les toutes petites, les TPE, le petit hôtel ou le petit restaurant de monsieur, madame a envie d'investir dans cette transition et a des projets d'investissement. Ok, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Lionel Flasseur. Vous êtes directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et vous n'investissez pas directement, mais vous aidez les professionnels en matière d'ingénierie ou de conseil, c'est ça ? Tout à fait. Effectivement, au départ, je me demandais pourquoi j'étais invité à une telle table, puisque nous, on n'intervient pas sur la partie investissement dans le capital des entreprises, c'est plutôt le rôle de la région. Pour autant, on a créé un dispositif, on va en parler juste après, qui doit répondre à un besoin, peut-être un trou dans la raquette. Toujours est-il qu'effectivement, nous, on intervient plutôt en aval, c'est-à-dire que là, on est en train de parler d'investir dans le milieu du tourisme. C'est le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur un chiffre d'affaires annuel en temps normal de 21 milliards d'euros, 2,5 milliards d'investissements chaque année. Donc on est quand même sur un secteur qui mobilise beaucoup d'investissements. Et donc, dans cette logique-là, il est important, y compris dans la réflexion sur les plans de transition, de réfléchir au moment de la relance en termes de stimulation de la consommation. Alors je sais, ce n'est pas de l'investissement, je sais, on n'est pas dans ce champ-là. Par contre, les organisations telles que les nôtres, que ce soit au niveau régional, départemental ou au Office du tourisme, on est là pour ça. Et donc les entrepreneurs, les entreprises, les business déjà établis doivent également considérer cet objet-là. Les régions doivent également le considérer parce que bien souvent, le fonctionnement est détricoté au profit de l'investissement. Et pour autant, cette notion de relance, elle va être capitale et il y a des vrais effets de levier à avoir.
Et je me réjouis de savoir que la Bretagne a les atouts nécessaires pour capter naturellement, je dirais, de la clientèle. Pour autant, au moment de la relance, il va y avoir une concurrence effrénée des acteurs. Au niveau mondial, évidemment, au niveau européen, au niveau France, au niveau des régions. Chaque territoire va vouloir retrouver des couleurs. Et plus que jamais, la concurrence sera dure. Et donc, il est important pour chacun des territoires, effectivement, à la fois d'investir sur son outil de production pour les années à venir, mais également de penser le court terme, parce que le court terme, c'est dans quelques semaines, on espère tous, ou dans quelques mois. Et c'est là où il y a des effets de levier, il y a des effets de synergie avec des organisations telles que les nôtres. D'accord. Alors vous avez mis en place un cercle des financeurs, je crois. Tout à fait. Pour mettre en relation donc, les professionnels et les organes donc, qui peuvent être de capital risqueurs, la BPI, des privés. Presque des business angels également. Donc effectivement, le cercle des financeurs. Ce que je vous propose, c'est de découvrir au travers d'une vidéo pour savoir exactement ce qu'il en est. Le Cercle des financeurs est une plateforme de mise en relation entre le porteur de projet de l'investissement touristique et les différentes sources de financement possibles. Prêts, garanties, apports en capital. Elle permet un dialogue avec les professionnels des secteurs de la finance et du tourisme, banques, investisseurs, collectivités, un accompagnement complet et bienveillant sur les questions liées au financement, au marketing, à la communication. Pour en bénéficier, c'est simple. 3 conditions suffisent. Être un professionnel ou un futur professionnel du tourisme, avoir un projet situé en Auvergne-Rhône-Alpes, solliciter un investissement supérieur à 300 000 €. Le cercle des financeurs, comment ? 1. Je postule lors d'une des 4 sessions annuelles, février, juin, octobre, décembre, et uniquement si je dispose d'un projet finalisé, d'une étude de faisabilité, d'un business plan. 2. Je présente mon projet, en face à face, lors d'un rendez-vous qui m'est proposé. Pour cet oral, je peux venir accompagner de mon associé, mon territoire, mairie, département, CCI ou mon expert comptable. 3. Je reçois une liste de contacts intéressés et prêts à étudier mon dossier. 4. J'entre en contact et je signe avec l'investisseur qui me propose l'offre de financement la plus avantageuse. 5. J'informe le cercle des financeurs des suites données à mon projet. Convaincus ? Rejoignez-nous. Nos partenaires financiers n'attendent plus que vous. Donc vous faites une sélection des dossiers qui sont présentés, c'est ça ? On fait une sélection des dossiers effectivement pour faire en sorte de maximiser les chances de trouver un investisseur. Et en l'occurrence, le taux est très élevé. On a plus de 95% de projets présentés qui sont financés en tant que tels. Et lors de chaque session, on a une dizaine de projets qui sont présentés. Donc je dirais qu'on répond à un besoin aujourd'hui. Et pourquoi ce seuil de 300 000 ? Comment vous l'avez défini ? Vous n'excluez pas certaines entreprises qui seraient en dessous On n'exclut pas, mais en attendant, après, dans la chaîne de valeur, chaque intervenant, et y compris ici présent, a son rôle à jouer. Donc l'idée, c'est pas se substituer à des dispositifs qui peuvent exister sur des tailles plus ou moins importantes. D'accord. L'ADEME, qui intervient aujourd'hui, aurait toute sa place, effectivement, au travers de ce cercle des financeurs. Si j'ai un regard par rapport à la Bretagne, qui est un regard extrêmement positif pour les raisons que vous avez évoquées d'une part, avec une marque de territoire qui est très puissante et avec une homogénéité effectivement à la fois dans le message et à la fois dans l'action. Et le positionnement sur le tourisme durable non seulement n'est pas surprenant, mais plus qu'une voie d'avenir. Et pas simplement pour des questions citoyennes, mais également pour des questions de positionnement marché, si je reprends un terme marketing en tant que tel. Nous sommes convaincus qu'on peut en retirer un avantage compétitif et différenciant si on en fait une vision,
En tout cas, c'est ce que nous portons au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sous le verbatim de tourisme bienveillant. D'accord. Et après, vous suivez ces projets, comment ça se passe? Est-ce que vous accompagnez, par exemple, la communication de certains produits qui sont mis sur le marché? Comment ça se passe? Effectivement, il y a un suivi et la valeur ajoutée qu'on peut apporter par rapport à de l'investissement, je dirais, traditionnel, c'est qu'on a une connaissance très fine du marché avec les différentes études que l'on peut mener. 2, on a un niveau relationnel qui permet, en fonction effectivement des projets, au-delà de la partie financement, de mettre en réseau les acteurs. Et 3, on peut aider à la commercialisation, puisqu'on est un laboratoire extrêmement important sur une région qui est très grande. Il nous est arrivé sur des projets d'utiliser nos propres réseaux sociaux pour voir l'appétence du consommateur sur ce projet et montrer qu'effectivement, aider quelque part au business plan en montrant que la formule est viable. Et dans ces projets, il y a plusieurs partenaires qui peuvent investir dedans, ou parfois vous avez un seul investisseur qui rentre, qui peut aider une entreprise? Il y a plusieurs, mais ensuite, après, c'est du ressort effectivement du porteur du projet et des investisseurs potentiels de discuter de ce point-là. D'accord. Et on a parlé du seuil de 300 000 €. Est-ce quel est le plus haut projet qui a été présenté, le plus important, par exemple? Oui, c'est de cet ordre-là. Hein. On est sur, voilà, c'est une moyenne qui est une moyenne haute hein, par rapport au projet. Oui, tout à fait. Entendu, d'accord. Merci beaucoup. Alors, on a un peu de retard. On a une question. Déjà, une première question. BPI et la Banque des Territoires prévoient-elles la possibilité de soutenir les petits porteurs de projets représentants majoritaires de la filière touristique en Bretagne? Qui veut répondre? Allez, je lance. Marche encore mon micro? Oui, ouais. bien sûr. C'est le vrai sujet. Et j'entends parfaitement la question. C'est en clair, vous présentez une offre de service et ça rejoint le propos que vous venez de tenir avec la limitation, enfin avec le seuil fixé à 300 000 €. On a aujourd'hui côté Banque des Territoires, on travaille sur à peu près une dizaine de projets. Voilà, pour faire simple. Certains étant déjà rentrés dans le pipe et examinés, d'autres étant au stade un peu moins avancé. Très clairement, quand on regarde les CAPEX, c'est-à-dire en fait le volant financier qui est présenté, on est sur des tailles de projets entre 5 millions, 10 millions, et qui peuvent aller parfois jusqu'à 100 millions d'euros. Là-dedans, il faut distinguer évidemment ce qui relève de l'apport en fonds propres et de ce qui va relever de la recherche des financeurs de la dette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde habituellement sur des gearings entre 20 et 30% de fonds propres et puis le reste en dette, on est sur des projets où la taille critique en termes de fonds propres, pour nous en tout cas, se situe à quelques millions d'euros. Donc évidemment, c'est un peu dissonant par rapport aux propos sur le petit projet. Qu'est-ce qu'on entend par petit projet? Donc là, je le dis clairement, je ne suis pas en capacité, ma structure n'est pas en capacité d'instruire, par exemple, une centaine de projets, de petits projets dans l'année. C'est pas possible, je ne suis pas équipé pour ça, j'ai pas la taille critique pour ça. Je pense que Hervé répondra pour ce qui le concerne. C'est pour ça que je reviens à mon propos, que nous avons besoin, en tout cas pour ce qui est de l'investissement à fonds propres, de structures d'intermédiation. C'est indispensable, sinon on n'est pas en capacité de répondre aux besoins du territoire. D'accord, merci beaucoup. Si la Banque des Territoires n'est pas en mesure de le faire, sa filiale peut le faire, hein, puisque c'est notre métier, en fait, les petits projets et les petits projets d'hôtellerie. Hein, on a des petits prêts qui commencent à 10 000 €. Et pour tout ce qui est projet de création notamment, là, on intervient en garantie. Hein, on garantit 3 500 projets d'entreprise à peu près tous les ans en Bretagne, et très majoritairement des créations ou des reprises. Et dans ces créations et reprises, il y a beaucoup de projets hôtellerie, restauration, enfin, liés au tourisme, on va dire. D'accord. Donc là, c'est notre pain quotidien des gens qui rachètent un hôtel, qui construisent, enfin, qui achètent un restaurant. C'est quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Et nous, on va venir garantir le prêt bancaire. En fait, on peut monter des garanties jusqu'à 70%, en faisant intervenir un fonds de garantie régional. Mais sinon, la plupart des projets, on les garantit. On prend 50% du risque avec le banquier. D'accord, merci. Madame Plassard, j'ai une question subsidiaire pour vous. Avec les demandes que vous avez d'entreprises touristiques, je voulais savoir s'il y avait des différences entre les départements. Est-ce qu'il y a des départements qui font mieux en matière de transition écologique, d'autres un peu moins bien, d'autres qui sont, je dirais, à la traîne? Comment ça se partage en Bretagne? En
En fait, je suis incapable de répondre à cette question pour la bonne et simple raison qu'ils sont tous les 4 dynamiques. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle alors. Ouais, après, il y a des dynamismes qui sont un petit peu... Alors, on va plus voir en fait dans la démarche en regardant par exemple le nombre d'établissements qui sont certifiés écolabel européen. Donc l'écolabel européen, pour rappeler 2 secondes, c'est une certification qui engage les hébergements dans l'exemplarité environnementale et qui réunit une petite, à peu près 70 critères qui vont de l'énergie en passant par la mobilité, les déchets, etc. et j'en passe. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie bretonne, il y en a plus dans le Finistère et dans le Morbihan. Mais après, c'est aussi les territoires qui font qu'il y a aussi beaucoup plus d'infrastructures d'hébergement touristique dans le Morbihan et le Finistère qu'en Côte d'Armor, par exemple, où ceux d'Ille-et-Vilaine sont plutôt concentrés sur Saint-Malo et Rennes. Donc, je dis ça, mais en même temps, c'est pas forcément illustratif de la dynamique. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie dynamique bretonne, ça c'est clair et net. Il y a une vraie volonté de s'engager dans ces démarches-là, et autant pour les tout petits que les gros. Autant pour les campings que les chambres d'hôtes ou les hôtels, autant pour les petits restaurants kebab ou des étoilés ou des gastronomiques. Je rejoins monsieur d'Aura qui a un regard extérieur. Moi, je le vois par rapport à mes collègues dans les autres régions et notamment dans les échanges qu'on a aujourd'hui sur le fonds tourisme durable. La Bretagne est clairement en tête et il y a une vraie compétition qui va s'inscrire et il ne faut pas qu'on perde notre place de leader. Donc, il faut investir. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous avons fini le temps. Merci. Je vous remercie, Madame Plassat. Merci. Merci. Très bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.